Eh bien, bonjour. Bonjour et bienvenue à notre table ronde sur l'éducation financière, l'emploi, la formation, sur 3 technologies, l'intelligence artificielle, la blockchain et les technologies quantiques. Nous sommes ensemble pour un format d'1 heure et je vais commencer par demander à Zénaba de se présenter et ensuite les autres participants le feront. Alors, bonjour, moi je suis Zénaba El-Khaled. Je travaille chez Société Générale au sein de sa direction Innovation Group. Je travaille dans une équipe data et intelligence artificielle qui a pour mission maintenant depuis 2 ans d'accélérer la transformation du groupe Société Générale sur ces sujets de data et d'IA, notamment avec un axe usage et recherche d'impact. Donc moi, mon rôle spécifique, c'est d'accompagner la transformation plutôt culturelle de cette, le volet culturel de cette transformation. Et du coup, c'est un travail que je fais avec nos métiers. On a 25 métiers aujourd'hui au sein du groupe Société Générale, ce qu'on appelle des business units et des service units. Donc un travail moi qui me passionne. J'ai un parcours, je suis un pur produit Société Générale et j'ai un parcours avec essentiellement cette majeure accompagnement des transformations et conduite du changement, que ce soit des changements organisationnels drivés par la technologie et voilà, donc je suis ravie d'être là. Merci. Philippe. Bonjour à tous. Philippe Majnowski, anciennement consultant senior chez IBM, donc dans la division IA, donc je pense qu'on va avoir pas mal de sujets en commun. Et depuis plus récemment, je suis CPO pour Neuroprofiler. Donc on est une petite fintech, une start-up qui fait en fait du profilage d'investisseurs. On propose une solution qui s'offre aux banques, aux institutions financières, et en fait qui permet de rapidement profiler un individu via un questionnaire pour répondre d'une part à la réglementation MiFID que vous devez connaître, et d'autre part pour avoir des datas qui sont vraiment utilisables derrière, qu'on veut faire de la recommandation produit, proposer des produits différents, par exemple pour une banque faire de l'assurance, etc. Donc ce sont des solutions qui s'appuient sur des sciences cognitives. On a construit ça à partir des théories de finance comportementale. Et donc il y a des aspects aussi data IA derrière pour entraîner nos modèles et les améliorer au fur et à mesure du temps. Voilà. Et merci de m'avoir aujourd'hui et pour votre accueil. Merci. Adrien. Oui, le micro marche, c'est bon. Donc bonjour à tous, merci en effet de l'invitation. Adrien Hubert, moi je suis le COO de SmartChain et on est une start-up de 20 personnes aujourd'hui. On travaille exclusivement sur la blockchain et en fait travailler sur la blockchain c'est travailler avec beaucoup de technologies parce qu'elle parle à beaucoup de technologies. Moi mon parcours, je suis économiste de formation et j'ai beaucoup travaillé en banque où j'étais chef de projet blockchain. Donc la passerelle entre la façon dont on a en banque de traiter les projets blockchain et la façon dont on a en tant que start-up de l'écosystème de les traiter va être également intéressant. Et la petite particularité qu'on a, c'est qu'on travaille directement avec les protocoles blockchain pour construire sur l'infrastructure des blockchains. Donc il y a la partie applicative qu'on évoquera avec les applications, mais aussi la partie infrastructure blockchain sur laquelle on travaille et on développe. Laurent. Je vais terminer la marche. Donc, merci Jean-Marc pour cette invitation. Donc, je suis Laurent Matan, je suis le directeur du développement commercial de l'École supérieure de la banque, ES Bank. Alors, pour reprendre une expression de madame, je suis un pur produit BNP Paribas. Il y a encore quelques mois, j'y travaillais avec un parcours RH, un parcours business, un parcours marketing. Et aujourd'hui, donc, j'ai rejoint les équipes de l'École supérieure de la banque pour poursuivre cette belle initiative qui est d'accompagner les métiers bancaires, d'accompagner les entreprises, plus particulièrement AFB et FBF dans un premier temps. Donc accompagner les collaborateurs dans leur transformation, enfin accompagner les collaborateurs dans le cadre des transformations des différents établissements bancaires. Notre panel de formation est extrêmement large et on ne voyait pas comment on pouvait effectivement imaginer la suite des opérations, de continuer à accompagner nos clients, les banques, sans avoir un volet IT, sans avoir un volet intelligence artificielle, sans avoir un volet blockchain et je dirais énergie quantique.
On ne peut difficilement aujourd'hui rencontrer un banquier, rencontrer une organisation bancaire sans qu'on nous parle de son data scientist, de son data miner. Donc voilà, donc pour nous, c'est effectivement un vrai nouveau terrain de jeu qu'on explore. Et on est ravis d'être là, je suis ravi d'être là et je suis surtout ravi de ce qu'on va faire ensemble avec Algo Nano dans très très peu de temps. Merci Laurent et merci pour la transition. Alors pour ma part, je suis Jean-Marc Mauchien, je dirige Algo Nano. Algo Nano Academy est un centre de formation. Ce centre de formation délivre des formations sur l'intelligence artificielle, la blockchain et les technologies quantiques. Nous délivrons cette formation de façon traditionnelle en formation continue, mais surtout avec un programme et un parcours de formation sur 21 semaines. Ce parcours est long. Ce parcours a été initié suite à la parution du livre blanc de Finance Innovation. Ce livre blanc a été extraordinairement bien réalisé avec 230 experts, la Fédération de la banque, la Fédération des assurances, et il en est ressorti des DIP, domaines d'innovation prioritaires, que vous entendez sûrement souvent par Finance Innovation. Nous avons pris cette technologie IA, blockchain et quantique et nous les avons mis en adéquation avec les usages et les besoins de la banque. Donc c'est une formation mais très orientée pour la banque et pour les assureurs. Et pour être complet, ces 3 piliers de formation sont posés sur un socle de formation commune qui correspond à gestion de projet, RGPD, cybersécurité, RSE et surtout un module qui est réalisé par mon ami Jean-Gabriel Ganassia, qui est le directeur du comité éthique du CNRS. Et ce module s'appelle Éthique et déontologie dans la réalisation des gestions de projets en technologie financière. Alors, j'ai parlé du livre blanc de Finance Innovation et des DIP, domaines d'innovation prioritaires. Et bien, effectivement, nous avons pris ce domaine qui nous permet de réaliser cette table ronde. Et la première des DIP qui nous a interpellés, c'est l'acculturation des technologies dont nous venons de parler dans les banques. Et pour ce faire, je passe tout de suite la parole à Zanaba. Merci Jean-Marc. Alors, pour parler d'acculturation, je pense que je vais plutôt parler d'acculturation à l'intelligence artificielle, qui est mon domaine aujourd'hui d'intervention. Mais peut-être pour mettre en contexte mon rôle, je vais repréciser le mandat de notre équipe et notre maturité aujourd'hui sur le sujet. Parce que c'est vraiment très lié et l'approche à l'acculturation est connectée et drivé en fait de cette approche. Aujourd'hui, le mandat de l'équipe est d'accélérer l'usage de l'intelligence artificielle et de la donnée de manière massive pour accompagner la digitalisation de nos métiers. Quand je dis ça, en termes de maturité, ça veut dire quoi? En termes de maturité, aujourd'hui, l'IA est déjà une réalité chez Société Générale. On a un portefeuille de cas data IA en production de près de 300 cas d'usage, avec plus d'une centaine de cas d'usage qui font appel à du machine learning. Donc voilà, un certain niveau de maturité, une mission qui a démarré depuis 2 ans maintenant, d'abord avec un axe formation, acculturation, accompagnement du top management pour se saisir de ce sujet. Donc on a fait ça à travers plein de formats, séminaires, présentations de cas d'usage, des reverse mentoring aussi avec des data scientists pour qu'ils voient vraiment à quoi ça ressemble, comprennent un peu les mythes et les réalités de l'IA, parce que ça c'est aussi, enfin je pense que l'IA c'est pas, voilà, on peut penser que c'est la machine pensante. Moi en tout cas je le pensais au début de ma mission, mais j'ai bien compris tout de suite les limites aussi du modèle et les opportunités que ça peut offrir. Donc il y a eu ce travail sur le top management, et quand je parle de top management, ça représente nos 60 membres de comité de direction
groupe. En parallèle de cette action, on a démarré une campagne de sensibilisation auprès de l'ensemble des collaborateurs du groupe. L'idée étant de donner le là, avec des prises de parole de notre management qui donnait aussi l'exemple en disant moi aussi, je me forme à l'IA, il faut y aller, il faut se former, préciser les enjeux, les opportunités qui sont offertes, et puis surtout présenter il y a 2 ans, là où on en était, les cas d'usage, vraiment un axe très usage, impact, concret, tangible, rendre vraiment cette transformation tangible pour tout le monde. On a aussi donné des moyens de se former aux collaborateurs avec un partenariat avec Coursera, mais aussi un autre partenaire, Cours Academy, qui propose des formats beaucoup plus courts. Coursera, aujourd'hui, ça a vraiment pris. On sent qu'il y a de l'appétence pour ces sujets-là. On a plus de 2000 collaborateurs qui sont certifiés sur des sujets data science. Et ensuite, on a poursuivi en fait cette acculturation à travers beaucoup de sessions, de partage, de présentations de cas d'usage, des ateliers d'experts sur des aspects de l'intelligence artificielle qui vont avoir plus d'impact sur nos métiers, comme le NLP, l'analyse de documents, tout ce qui est lié aussi aux agents conversationnels, à la recommandation, etc. Donc vraiment prendre à chaque fois un cas d'usage, le présenter aux collaborateurs et faire en sorte que ça imprègne, que ça crée des déclics, que ça donne envie aussi d'y aller. Aujourd'hui, on est arrivé à ce stade de on veut y aller, donc il faut l'accompagner aussi. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans la table ronde. Oui, alors par rapport à ce besoin justement de former, moi j'ai un regard qui est très différent du tien parce que je suis plutôt chez IBM développeur intégrateur, en tout cas mes équipes, et maintenant chez Neuroprofiler on propose des solutions, donc on va avoir justement des clients en banque. Et ce qu'on voit, c'est que ces technologies donc, qui sont disruptives, hein, c'est le nom, on n'a pas forcément ça en tête quand on va justement s'adresser aux utilisateurs finaux. C'est des technologies qui changent énormément les façons de travailler, qui sont assez peu connues. Je pense que sur la blockchain notamment, il y a pas mal de mythes et même d'incompréhension sur ce que ça fait vraiment. L'IA, c'est un très bon exemple où vraiment on peut avoir des personnes qui nous disent en fait il n'y a qu'à appuyer sur un bouton et ça va faire tout ça tout seul. Malheureusement non, ça reste quand même des technologies qu'il faut développer, entraîner. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'en effet on peut investir beaucoup sur ces projets en termes de tech. On a des solutions qui sont maintenant formidables, qui font beaucoup de choses. On a des équipes aussi qui sont là, des data scientists, pour entraîner justement ces solutions à bien fonctionner. Mais on va peut-être un petit peu oublier le côté formation, justement, en fait, à qui s'adresse cette solution, qui sont les utilisateurs finaux. Et ça va être un peu en fin de projet, on se dit, tiens, il faudrait peut-être faire un peu de conduite du changement sur 2 semaines. On voit que ça passe pas. Donc que ce soit les utilisateurs ou nos clients, très tôt, il faut éduquer. Il faut former, il faut leur expliquer comment ça marche et les impliquer autant qu'on peut en fait dans ce processus. Par exemple, chez IBM, j'ai eu l'occasion de faire un projet d'analyse d'email en NLP justement avec le groupe BPCE. Très rapidement, en fait, on a embarqué l'équipe projet client pour leur expliquer comment ça marche, comment on va entraîner ça, pour un peu démystifier tout de suite, casser les mythes. Et ça a vraiment permis une appropriation assez rapide de la solution. Il ne faut pas oublier aussi derrière que ces solutions, l'équipe projet va être là un certain temps. Un jour, elle va partir sur un autre projet. Il faut aussi que les équipes sur place sachent continuer à utiliser ça, se débrouiller un peu par eux-mêmes sans notre aide. Et c'est justement pour ça qu'il faut vraiment acculturer, éduquer le plus vite possible, je pense. Alors, en effet, il y a beaucoup de mythes sur la blockchain et c'est justement l'un des points que j'ai pu constater de mon expérience bancaire, c'est que la grosse difficulté dans notre domaine, dans la blockchain particulièrement, mais ça doit être aussi vrai sur l'IA, je pense, et sur le quantique encore plus, c'est qu'on ne sait pas forcément par quel bout le prendre en termes d'acculturation. C'est-à-dire qu'on peut le prendre par un bout technique et technologique, parce que c'est une technologie. On peut le prendre par un bout économique, changement de modèle économique, de façon de penser les nouveaux modèles économiques. Ou on peut le prendre d'un point de vue un peu plus philosophique avec la décentralisation de certains intermédiaires. Pas tout, c'est plus nuancé que ce que l'on dit. Et donc, en fonction de quel interlocuteur on veut toucher, en fonction de quelle personne va apporter la formation, on a un regard un peu différent sur la façon dont l'acculturation est faite. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième, c'est en banque, on a besoin d'avoir des équipes innovation qui sont en même temps expertes,
du sujet, de la blockchain, pour avoir une bonne compréhension de la maturation technologique sur notre cas d'usage, parce qu'en quelques années, on a beaucoup évolué dans ce que l'on peut faire grâce à la blockchain, et dans ce qu'on pensait qu'on ne pouvait faire, et finalement, sur lequel ça fait moins sens sur blockchain, surtout dans un environnement réglementé et bancaire. Ça, c'est le premier sujet. Et la deuxième, c'est qu'on a besoin des métiers. On a besoin de comprendre exactement quels sont les points de convergence sur lesquels la technologie aujourd'hui est mature et elle a du sens, et le coût-opportunité de le faire aujourd'hui par rapport à un environnement qui évolue très rapidement. Et donc ça, c'est la première logique bancaire. Et dans le domaine des startups, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît beaucoup moins ces problématiques parce qu'on parle à notre écosystème. On parle directement à des gens qui conçoivent ces technologies, mais pas forcément pour des utilisateurs qui sont des B2B, mais pour des clients qui utilisent ces crypto-monnaies dans le cadre, par exemple, de la DeFi, de la finance décentralisée. Et donc, en fait, on voit qu'il y a ce double niveau, ce premier niveau où il y a une acculturation qui est assez bonne et assez forte des banques, mais qui parle à un écosystème connu, et un deuxième niveau qui est un niveau où on parle à un écosystème B2C, qui est très intéressé par les performances et les rendements, et par la technologie extrêmement disruptive, sur lequel on va beaucoup plus loin, et qui parfois a des réalités beaucoup moins concrètes, mais qui permettent parfois de créer des choses géniales comme la DeFi, et on en reparlera. Et donc c'est cette dualité qui est intéressante dans le domaine de la blockchain. Non. Alors ça va être une petite synthèse de tout ça. En tous les cas, effectivement, je rejoins totalement Philippe et Adrien. C'est quand même plus simple de parler avec des clients quand ils savent un petit peu de quoi on parle. Donc en termes d'acculturation, je pense qu'effectivement on a notre rôle en tant qu'acteur pédagogique, très proche des banques, très proche de la branche, quelque part pour peut-être faciliter vos échanges et faciliter finalement votre job. Une fois qu'on a dit ça, il y a aussi un autre volet qui est important, et Dieu sait que les banques ont tendance à souffrir effectivement du sujet, c'est que, vous l'avez évoqué, une mission se termine, on livre le produit, on fait une insertion, puis après, voilà, on croise les doigts pour pouvoir éventuellement recomprendre le principe, etc. Donc, nos clients, les banques, souvent sont confrontés à la problématique d'internaliser de la compétence. Et donc, plus on aura, nous, en tant qu'acteurs pédagogiques, la possibilité d'acculturer, voire de former, parce que je dirais que l'acculturation, c'est finalement la première marche, elle est importante, parce que finalement, c'est un peu le fondement, on va commencer par la première marche, puis après, il y aura de la formation. Donc, plus on aura la possibilité d'accompagner nos acteurs bancaires, nos clients bancaires, voire assureurs, ils sont tous banquiers assurances au passage, et plus, effectivement, on leur donnera la possibilité d'internaliser un certain nombre de compétences. Alors, rassurez-vous, il y en aura d'autres que vous allez leur transmettre, mais quelque part, effectivement, leur permettre de garder l'antériorité, de pouvoir réutiliser également les modèles, outils, mais également façon de travailler, façon également de voir les choses, et sur des sujets qui sont extrêmement divers, extrêmement variés, et qui touchent pratiquement, ce que je disais tout à l'heure en introduction, pratiquement tous les secteurs aujourd'hui d'un acteur bancaire. Bien, merci Laurent. La position d'Algonano est exactement la même, puisque nous sommes partenaires sur le sujet. Je ne vais pas redire ce que tu as déjà dit. Je pourrais juste ajouter un point, c'est qu'il y a un travail incommensurable de la Fédération de la banque, de la Fédération des assurances, auprès de leurs adhérents. Il y a aussi une acculturation de ces fédérations pour dire à leurs adhérents qu'il faut effectivement s'intéresser au sujet, mais surtout avoir une volonté, et une volonté forte. Et là, je rebondis sur ce que tu disais, c'est que effectivement, il faut que les directions générales des banques et des assurances soient réellement impliquées dans le sujet. C'est ce que vous avez fait, et ça, c'est fantastique, de façon qu'elles puissent insuffler une puissance, un besoin, quelque chose auprès de l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices pour qu'effectivement, ne serait-ce que par capillarité, l'ensemble de ces technologies puissent s'installer. Et puis sur la blockchain, dans le livre blanc, il y a une chose qui m'avait interpellé, parce que c'est écrit. On parle effectivement de la blockchain, on parle d'acculturation, mais on parle de changement de business model. Et c'est très lourd de conséquences, un changement de business model. Et on parle quand même de grandes structures. Alors on va passer à notre deuxième question. Notre deuxième question, c'est l'impact, en fin de compte, de ces technologies sur l'emploi, sur les métiers. Changement du niveau d'employabilité des salariés, oui, bien sûr, parce que la technologie va tellement vite, il faut peut-être que la formation soit continue, mais que ça soit un flux. Demande de nouveaux profils, et lesquels,
Et puis, est-ce que ces technologies, l'intelligence artificielle, la blockchain, et puis les technologies quantiques, vont-elles changer les organisations du travail? Est-ce que les organisations du travail vont-elles être impactées par ces technologies? Voilà, c'est un peu vaste, mais essayons d'y répondre. Je vais essayer, mais en tout cas, sur toujours mon sujet qui est l'intelligence artificielle, on voit bien qu'il y a une progression. Et aujourd'hui, moi, je parlais tout à l'heure de notre mandat qui était d'accélérer l'usage. Aujourd'hui, on veut passer à une étape supplémentaire qui est vraiment d'industrialiser l'usage et d'accélérer la mise en production de solutions d'IA. Et clairement, ça pose des questions en termes de compétences. Alors après, ou de métiers, nous, on distingue plusieurs, pour simplifier un peu l'exercice, plusieurs cibles, plusieurs audiences et la façon de les adresser. Je dirais que sur peut-être la partie plus expertise data, nous aujourd'hui on a une filière, une communauté data science de plus de 200 data scientists avec, je dirais, un niveau d'expertise qui est comme EBLA, qui est prouvé. On réfléchit aussi à la meilleure manière de s'organiser pour passer à ce step, je mélange le français et l'anglais, à ce step d'industrialisation. Il y a clairement des nouveaux métiers qui émergent. Un, surtout, qui aujourd'hui, que ce soit dans les papiers, dans la littérature ou même dans nos discussions, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on regarde les études, je regardais une étude qui est sortie de Kantar récemment et qui faisait ressortir dans les priorités, en tout cas en termes de métier de la data, un métier ce qu'on appelle un translator ou un data product owner. C'est la personne qui va jouer le rôle de connecter le besoin métier et les équipes data science. Donc ça, je pense que c'est un rôle qui émerge, qui est important. Il y a d'autres rôles comme le MLOps, par exemple, engineer, qui va être plutôt dans la partie production, comment j'accélère, comment j'industrialise la production de mes modèles de machine learning. Il y a d'autres profils comme le data wrangler qui va préparer la donnée. Il y a plus ou moins une dizaine de profils aujourd'hui autour de la data qui sont plutôt connus. Donc je pense que peut-être moins compliqué à adresser en termes de compétences. Je pense que là où il y a un enjeu, c'est sur peut-être la partie plus collaborateur. Aujourd'hui, on se pose plein de questions. Nous, on a démarré ce travail de réflexion sur quelles compétences pour demain, quel impact pour mon métier, comment j'adresse le sujet. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la mission de cette année. Le top management, bien sûr, il faut les garder on board et il faut qu'ils soient plus dans la maîtrise de leur portefeuille de cas d'usage, dans la génération de use case, dans la compréhension des enjeux aussi d'exécution, parce que l'exécution, c'est pas simple, surtout dans des banques dites traditionnelles, ou en tout cas qui ne sont pas digital natives. Il y a plein d'autres enjeux sur les infras, sur le data management. Donc il faut comprendre tous ces enjeux-là et pouvoir les articuler. Et derrière, nous, on arriverait avec des propositions qui vont bien. Mais en tout cas, aujourd'hui, peut-être pour résumer tout ça, nous, on travaille avec les métiers pour définir un cadre méthodologique qui va bien pour vraiment réfléchir à ces questions. Parce qu'on pense que il faut vraiment peut-être prendre un pas de recul et réfléchir. Et souvent, les gens, ils sont quand même le nez dans le guidon. Donc, pour prendre le temps de faire cet exercice-là, il faut le faire. Je finirai avec ça. Pour ma part, je pense qu'il y a un double impact sur l'emploi, les métiers et les organisations aujourd'hui par rapport à ces technologies. Le premier dont tu viens de parler, je pense que tu l'as bien couvert, sur en effet toutes ces compétences qui sont nécessaires en interne pour faire continuer le développement de ces technologies, de se les approprier. Le deuxième impact, c'est plutôt côté métier utilisateur. Moi, j'aime bien le terme de conseiller augmenté aujourd'hui, qui revient pas mal. Où en fait on revient à l'idée de ces technologies qui sont de faciliter le travail, de réduire les tâches fastidieuses et de permettre aux personnes de travailler sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. C'est vraiment ça l'objectif souvent. Et à ce niveau-là, il y a un vrai travail aussi pour, je pense, ces organisations en interne, d'arriver à faire évoluer ces métiers.
Parce que je pense qu'un conseiller bancaire, il y a 10 ans, son métier a bien changé. Aujourd'hui, il a des outils à sa disposition, des nouvelles façons de travailler. Nous, on le voit avec ce qu'on apporte avec notre solution, qui est donc de faire du profilage, qui remplace en fait un questionnaire papier assez simple à la base, où on a une synthèse qui ne va pas dire grand-chose concrètement sur la personne. Là, on va apporter tout un tas de métriques, d'un profil de risque, une appétence au risque, une aversion à la perte, beaucoup de choses. Et enfin, si on ne prépare pas la personne à bien utiliser ça, il ne saura pas s'en servir, honnêtement. Donc je pense qu'au niveau des organisations, il y a un réel besoin d'accompagnement de la transformation de ces métiers aujourd'hui. Oui, alors il y avait plusieurs questions dans ta question. Donc, la première que j'identifie, c'est d'une part le changement profond de delivery des projets, et surtout sur les projets complexes et les projets techniques. Et de ce qu'on conçoit, en tout cas dans notre domaine, c'est la grande victoire des ingénieurs qui ont une capacité à aller dans le produit ou dans le management. C'est-à-dire que les personnes qui ont une expertise technique et technologique, mais qui ne sont pas en silo et qui savent transmettre et faire transmettre le besoin avec des utilisateurs. Et donc en fait, c'est un petit peu ce que vous disiez finalement autrement, c'est des experts technologiques qui arrivent à faire le lien avec des métiers ou des utilisateurs. Et cette complexité technologique, elle ne doit pas être un frein à la compréhension pratique de l'application et du delivery. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que sur les ingénieurs en soi, on constate qu'en tout cas dans notre domaine, il y a deux fortes tendances. La première, ce sont des profils qui sont extrêmement qualifiés et de plus en plus. Par exemple, nous, sur nos 15 ingénieurs, il y a à peu près 8 personnes qui ont plus d'un Bac+8. Donc c'est forcément des profils très experts. Et dans le même temps, on a des profils que j'appelle avec amour à la 42, c'est-à-dire qui sont des personnes qui sont totalement autonomes, autodidactes, et qui ont plus de mal à rentrer dans les concepts très techniques et technologiques, mais de par leur passion, de par leur intérêt, sont capables d'avoir et de passer beaucoup de temps pour comprendre ces mécanismes et aller très profondément dans le code ou dans la technologie. Et donc il y a cette dualité qui en fait, à mon avis, il n'y a qu'une réponse, c'est la formation continue et les nouveaux modes de formation, surtout pour les jeunes à ces technologies, dès l'enfance, à mon sens. Et la troisième force, le troisième enjeu, c'est qu'il y a, à mon avis, une part significative du changement d'approche à faire dans l'approche à ces technologies, d'une façon beaucoup plus ludique et d'une façon beaucoup plus pratique que ça l'est aujourd'hui. Une sorte de résumé de tout ça. Moi, j'avais envie de rapprocher un mot. On parlait tout à l'heure d'acculturation. On ressent au travers des propos d'Adrien, justement, je dirais peut-être désensibiliser ou alors peut-être démystifier, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça peut faire peur. Alors, ça peut faire peur à l'étudiant qui cherche sa voie, premièrement. Donc là, effectivement, je te rejoins. L'idée, c'est de pouvoir aussi être présent. Alors, pas forcément en formation, uniquement en formation professionnelle, parce que finalement, on a beaucoup parlé de transformation des métiers. Donc voilà, on est déjà salarié d'une entreprise, l'évolution de l'entreprise, elle est accompagnée, etc. Mais pensons également, et tu as raison, ces jeunes qui ont une certaine appétence, qui s'intéressent à ces nouvelles technologies. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui sont nées carrément avec l'iPhone dans la main, enfin le smartphone dans la main, la tablette pratiquement sur les lunettes. Donc il est clair qu'il est important aussi de pouvoir proposer à ces populations rapidement des programmes pédagogiques. Donc je fais référence notamment au programme d'alternance. Donc, ce qui va permettre inévitablement de faire rapidement, les programmes sont longs, hein, Jean-Marc, mais de pouvoir accompagner ces jeunes dans l'accomplissement et surtout à réaliser leur rêve d'être formés et d'ensuite d'être embauchés sur des métiers très porteurs que les banques recherchent, justement. Et puis après, effectivement, il y a l'acculturation, des sensibilisations au sein de nos différentes entreprises. Et là, effectivement, c'est tout ce qu'on a dit, hein, c'est d'être capable d'expliquer simplement, de repérer également tous les métiers qui sont concernés. Alors là, j'ai envie de dire que pour le travail le plus simple, c'est surtout repérer les métiers qui ne sont pas concernés. Je pense qu'on irait beaucoup plus vite. De repérer les pôles qui ne sont pas concernés également, on irait encore beaucoup plus vite. Mais aujourd'hui, je le disais en introduction, on parle RH, on va parler de data scientist, on va parler effectivement d'IA. On va frapper à la porte du marketing. On va également entendre parler forcément de toutes ces technologies, nouvelles technologies. Tu faisais référence à une étude marketing, du profilage. Avant, on descendait dans la rue, on faisait un micro-trottoir, on se disait c'est bon, j'ai le profilage du client type. Maintenant, c'est un petit peu plus technique, on utilise des données, etc. Donc, on voit bien que le terrain de jeu est extrêmement vaste.
il est important d'accompagner nos acteurs bancaires et donc l'idée c'est justement leur faciliter la vie dans leur recherche de la bonne formation et qu'ils puissent vraiment faire monter en compétence à la fois donc leur public, leurs collaborateurs, mais également de pouvoir attirer de nouveaux talents, de nouvelles générations et donc des personnes qui sont passionnées par les sujets qu'on est en train d'évoquer ensemble. Eh bien, merci Laurent. Algonano peut juste apporter d'autres éléments. Il est vrai qu'on a parlé du conseiller augmenté, c'est vrai que quelque part, c'est au niveau de l'emploi, au niveau du métier, le conseiller qui est accompagné par un agent cognitif, ce conseiller est complètement en adéquation avec son client et l'agent cognitif lui apporte des éléments complémentaires permettant d'augmenter le conseiller, puisque ce sont des éléments de faible valeur ajoutée. Le conseiller devient à forte valeur ajoutée. Sur les nouvelles organisations du travail, j'ai juste un petit message à passer qui est assez marrant, pour peu que ce soit drôle. En 1995, oui, je sais, au siècle dernier, il y a 25 ans, un homme, M. Thierry Breton, écrivait un livre ou un rapport sur les nouvelles organisations du travail en général et du télétravail en particulier. Hallucinant. Un quart de siècle et une pandémie. Eh oui, pour en arriver où nous en sommes aujourd'hui. Je vous laisse juge avec votre propre discernement. Il a fallu quand même un quart de siècle pour s'apercevoir qu'effectivement, les nouvelles organisations du travail étaient disruptées par nos technologies. Et ce n'est pas fini. Et que se passe-t-il aujourd'hui? Quel est le bruit que nous entendons? C'est où vous travaillez en télétravail chez vous, ou vous travaillez au bureau, en présentiel ou en distanciel. Nous sommes binaires. Alors, je ne vais pas parler du quantique, parce que le quantique, forcément, ce n'est pas binaire. Mais fondamentalement, où nous en sommes, un quart de siècle après, nous n'avons pas avancé. Et nous avons les technologies. J'ai moins peur de l'intelligence artificielle que de la bêtise naturelle. Voilà ce qu'il faut dire en fin de compte, parce que c'est bien les murs que nous avons dans nos esprits qui nous bloquent. On ne peut pas avoir peur de l'intelligence artificielle et des technologies, c'est ce que nous en faisons. Ben, visiblement, on n'en a pas fait grand-chose. Et il y a un impact pour demain sur ces nouvelles organisations du travail, parce que le travail d'aujourd'hui ne peut plus être horodaté. Il y a un contrat de travail, on vous dit que c'est à tel endroit, vous êtes assigné à un bureau, avec des horaires. Or, les technologies, elles nous libèrent de tout ça. Aujourd'hui, le travail est un flux continu, mais c'est quand je veux. C'est quoi l'objectif de l'entreprise? C'est que je vous ai donné un travail, vous devez réaliser quelque chose, vous me le délivrez en temps et en heure. Que le data scientist, que le collaborateur, la collaboratrice ait réalisé son travail à rouper le coquet ou à être épagné la chaussette, on s'en bat les flancs, franchement. Ce qui est important, c'est que ça soit délivré. Il y aura donc un impact très fort sur les nouvelles organisations du travail d'aujourd'hui, parce qu'en fin de compte, demain, c'est toujours aujourd'hui. Voilà la réflexion que j'ai eue, moi, quand j'ai regardé ce qui se passait sur les nouvelles organisations du travail avec nos 3 technologies, et surtout ce que j'ai pu entendre et lire, bien entendu. Enfin, l'autre question est, les formations apportent-elles une solution adaptée à ces technologies en durée de formation et en continu? C'est à vous. Alors, j'aurais peut-être une réponse à plusieurs niveaux. Pour moi, aujourd'hui, les formations, enfin, si on parle de formation peut-être d'abord initiale, les formations initiales, je crois que sur toujours les sujets liés à l'IA, la data science, on a plutôt des formations d'excellence en France, un nombre de masters spécialisés, juste, je crois qu'il y a une quarantaine, enfin en 2019, je crois que j'avais lu ça, de masters spécialisés. Je pense qu'il n'y a pas non plus de shortage sur le marché du travail, enfin en tout cas pour des profils juniors. En revanche, sur tous les sujets qu'on a évoqués précédemment, qui sont liés à la connexion entre
entre le métier et la data science. Je pense qu'il y a, enfin, c'est un peu difficile aussi d'imaginer ça en formation initiale, mais en tout cas, même en formation continue aujourd'hui, en fait, ce que moi j'ai observé, c'est qu'on a énormément de formations de data science, de Python, avec des formats généralement plutôt, enfin, très courts quand c'est juste de l'acculturation, mais plutôt long quand c'est de l'appropriation ou de l'upskilling. Il y a des bootcamps avec des intervenants comme le Vagan, des formations avec data scientists, plein de nouveaux acteurs qui ont émergé, qui font des choses, je crois, formidables sur ces sujets-là, mais peut-être sur la partie plus connectée au business, aux usages, il y a peut-être des choses à faire, ou ce que tu disais tout à l'heure sur aussi voilà, le conseil augmenté, enfin sur peut-être vraiment les métiers bancaires, peut-être que SB a une réponse à ça, mais en tout cas voilà, je pense que là-dessus il y a pas encore énormément d'offres qui est développée. Et puis je dirais que c'est aussi un travail qu'il faut imaginer entre différents acteurs et avec les banques, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, dans l'exercice. Enfin, nous, je veux dire, on est plutôt des do plus que buy. Enfin, on fait beaucoup de choses en interne parce qu'on a les compétences et parce qu'on est très proche du besoin. Mais je pense qu'il y a peut-être un stade où il faut aussi voilà, s'ouvrir et faire ça avec les acteurs de l'écosystème qui pourraient que nous apporter, d'ailleurs même les fintech, je pense, parce que vous vivez aussi des expériences qui pourraient nous enrichir aussi sur ce qu'on peut développer. Sur l'aspect formation, je reprends brièvement aussi l'aspect éducation. Au final, on peut le dire éducation publique et nationale. En effet, dans les études supérieures, je pense qu'on a un très très bon niveau en France sur ces sujets-là. Par contre, on commence peut-être un petit peu tard. Et je pense, alors ça c'est un avis vraiment personnel, mais pour avoir appris brièvement juste à coder pour m'amuser en plusieurs langages, je trouve que c'est une expérience assez enrichissante. C'est une façon de penser qui est différente et qui pourrait bénéficier à peu près à tout le monde. Donc pourquoi pas un jour, dès le collège, peut-être pas le primaire, mais avoir ce genre d'enseignement, à mon avis, serait assez utile. Parce que d'une part, ça peut révéler des talents très tôt. Et on sait que plus tôt on commence à vraiment se spécialiser, forcément mieux c'est. Et deuxièmement, ça peut aussi, je pense, démystifier pour les utilisateurs de demain, ces banquiers, ces assureurs, mais peu importe le métier au final, que chacun à un moment donné soit confronté à la réalité des choses, comprenne un petit peu comment ces solutions elles fonctionnent derrière, comment elles sont paramétrées en tout cas. Donc je pense que ça pourrait être bénéfique dans les deux cas. Après, la formation, c'est aussi un sujet qui ne doit pas s'arrêter après l'école. Je pense qu'on s'en souvient tous de nos cours. Il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées entre-temps. En tout cas, il y a des choses qui sont utiles dans notre vie ensuite d'employés, de salariés, d'entrepreneurs. Et c'est là le relais doit se faire après avec l'entreprise, de continuer à éduquer ses salariés, à les tenir au courant des évolutions, des nouvelles technologies et de les former en conséquence. Et pour finir, un dernier point, comme je le soulignais, je pense que tous les acteurs, nous avons aussi un rôle là-dedans. Et ce rôle, nous, on a l'occasion de l'exercer. On a des clients avec qui voilà, on a un intérêt pour notre solution, mais pas forcément la compréhension qui va avec. Donc on propose aussi d'accompagner vraiment en tant que formateur sur ces sujets. On va d'ailleurs généralement plutôt faire un premier workshop où on va pas du tout commencer à parler du besoin métier, ni des cas d'usage, ni du projet, de tout ça. On va mettre ça de côté. On va juste commencer par expliquer qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche. Et ensuite, on va commencer à discuter et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec vous. Merci. Adrien, la blockchain, l'emploi, la formation, c'est un métier qui est tendu. Vous en trouvez facilement ? Alors, en effet, c'est très compliqué et c'est pour ça qu'on a mis en place en interne notre propre cellule de formation et que les principales compétences qu'on demande, c'est des soft skills et de l'intérêt pour nos métiers en termes de formation. Mais c'est vrai, comme je le disais, les ingénieurs français qui sont extrêmement bien formés et qui ont la capacité de comprendre les mathématiques complexes ou l'informatique. Mais avant tout, c'est l'envie de creuser le sujet dans nos métiers qui est le critère principal lors des recrutements, quand on est junior. Donc ça dit beaucoup de... Alors après, c'est vrai que dans notre milieu, la blockchain, tout est arrivé très rapidement. Les premières formations, donc 3 à 4 ans. Donc tout est balbutiant et tout est à construire. Mais du coup, ce sont les entreprises, que ce soit les grands groupes ou les startups, qui doivent compenser en interne les spécialisations de leur technologie. Et un deuxième enjeu également qui est très fort, c'est
la capacité à évoluer extrêmement rapidement dans l'enseignement. Et c'est ce qu'en formation continue, on arrive plutôt bien à faire, mais en formation initiale, on a un peu plus de mal. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant, c'est que nous, dans nos métiers, un nouveau langage de programmation peut émerger en 12, 15 mois et prendre le pas sur des technologies qu'on utilise. Alors évidemment, quand on sait coder dans 2 ou 3 langages de programmation, il y a une forte capacité à en apprendre un nouveau, c'est beaucoup plus facile. Mais il y a quand même quels sont les langages de programmation et comment on a une vision des langages de programmation et des technologies utilisées qu'on apprend à la nouvelle génération. Et il y a un troisième enjeu qui est plus idéologique, je dirais, et tu l'as très bien mentionné, c'est l'enjeu de la formation initiale qui commence, à mon avis aussi, beaucoup trop tard. Et le risque, c'est la spécialisation et la numérisation d'un monde fait que, comme Harry disait, on aura des dieux et des inutiles, avec des personnes qui sont des experts et qui pilotent toute l'innovation, qui comprennent la data, et tous les autres. Et la seule façon de lutter contre ça, c'est la formation, et surtout la formation initiale. Je pense que c'est Bill Gates ou un CEO d'un GAFA qui disait qu'il est plus important de comprendre et de coder dans un langage de programmation que de parler anglais dans les 5 prochaines années. Donc ça dit beaucoup, d'une part, de la capacité qu'on doit avoir pour faire comprendre la data et le développement technique et technologique et le code. Et deuxièmement, de comment on doit former une génération sur nos métiers, parce que c'est vrai que pour parler de notre expérience personnelle, on a beaucoup de mal à recruter en ce moment, et on a beaucoup de mal à identifier des profils qui sont très proches de ce qu'on recherche en termes de qualification, et c'est pour ça qu'on a dû le faire en interne. Alors je vais répondre en français, ni en anglais, ni en python. Hein. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que sur le sujet de formation, sur le sujet d'emploi, former, oui, plutôt. Effectivement, après, lorsqu'on a choisi sa voie, etc., c'est un peu plus compliqué. Former plus largement, on a vu, hein, ça touche tous les métiers, tous les niveaux. Chez Coles Bank, on a des parcours de formation allant du bac plus 2 jusqu'à bac plus 5, voire au-delà, puisqu'on a des masters spécialisés, avec des titres reconnus avec les plus grandes écoles telles que Sciences Po et l'ESSEC. Former dans la longueur, ça on l'a dit, effectivement, l'idée c'est qu'on soit le plus proche du métier, des besoins de nos clients, de nos acteurs également pédagogiques, afin de pouvoir suivre également cette cadence effrénée justement à la nouvelle technologie, à un nouveau mode de programmation, mais également, on en a parlé, hein, c'est une nouvelle façon de penser, tout simplement aussi, enfin tout simplement. C'est un sacré pari. Et puis après, c'est vrai que très rapidement, quand on parle de ces sujets, on parle souvent hard skills. Et on se dit, mais, et tu as raison de le rajouter, il faut bien effectivement avoir conscience aussi qu'une partie, et là on parlait d'acculturation, je reviens encore sur ce premier sujet, dans l'acculturation, je pense que c'est là où la part importante de soft skills est peut-être une des clés du succès. J'ai un peu intérêt. Puis après, je vais faire, en tant que directeur commercial, je vais parler d'un élément quand même clé dans la formation. Aujourd'hui, et c'est pas la Société Générale qui va me dire le contraire, quand on croise nos clients, quand on discute avec eux, ils veulent une formation la plus courte possible. Oui, puisque c'est autant d'heures quelque part que leurs collaborateurs est éloigné de leur activité. Enfin, ça c'est une évidence. Et c'est pas juste un problème bancaire, c'est un problème de toute entreprise. Puis j'ai envie de dire aussi, l'autre sujet, c'est sortir le chéquier. On veut que la formation elle soit forcément très utile, qu'on ait un retour sur investissement la moins longue possible et puis la moins chère possible. Et donc là, c'est un volet, et je pense qu'il est important, c'est bien évidemment des éléments qu'on partage avec nos clients et avec notre branche, hein, donc notamment l'AFB, FBF, mais également notre OPCO. Il est important de pouvoir justement actionner les bons dispositifs, d'aller chercher potentiellement des titres RNCP, etc., qui permettront à la fois de gagner en employabilité, donc là je réponds à la question sur justement la question RH particulièrement, mais également en termes de dispositifs permettant pas en refinancement, mais en tous les cas des subventions, etc., qui permettront d'aider les entreprises à acheter ces modules de formation. Donc voilà, donc c'est très compliqué, il faut jouer sur différents volets, un volet qui est plutôt RH, un volet qui est plutôt financier, et donc il faut être agile, voilà le mot magique, il faut être agile dans tous ces différents univers pour, encore une fois, répondre le mieux possible à... c'est même plus un pari de demain, c'est aujourd'hui une évidence de demain. Merci Laurent. Alors oui, c'est vrai que nos universités nous délivrent des ingénieurs d'une qualité incommensurable. D'ailleurs, il suffit de regarder les étrangers qui viennent nous les chercher et puis où ils se trouvent. Non, nos universités sont magnifiques. Ce que l'on peut dire sur peut-être
l'employabilité et l'emploi, la formation, c'est que sur cette base de formation académique, qui est très très bonne, ils ont un esprit magnifique et bien fait, c'est de poser effectivement des couches de technologie métier, de façon qu'ils puissent entrer tout de suite dans la vie active avec déjà un bon niveau d'employabilité. Je ne demande pas à l'Éducation nationale de faire des formations sur la blockchain. Nous le faisons, et tu le fais aussi. Mais voilà, je crois que c'est en ce sens que nous pouvons accélérer le mouvement. Alors nous passons à la dernière question, qui n'est pas simple, loin s'en faut. La technologie quantique est-elle traitée dans vos environnements? Bon, je sais très bien que ça peut sécher beaucoup de monde. Je vous demande simplement de me dire votre ressenti, parce que sur le vécu, ça va être compliqué. À part IBM, Watson peut-être, d'accord. Oui. Voilà. Alors moi, ce que je dirais peut-être sur les technologies quantiques, je ne sais pas, mais j'ai entendu le discours de Bruno Le Maire là-dessus, qui était plutôt très volontariste et à pousser, à vraiment s'emparer du sujet et à essayer de viser la position numéro 1, en tout cas pour la France et l'Europe sur le sujet. Donc je pense qu'il faut qu'on en soit conscient. Elle a des impacts, ces technologies. Alors moi, je ne comprends pas trop l'aspect technique, et c'est vrai que c'est très complexe. Je dis ça avec beaucoup de... je suis consciente. Après, j'ai assisté à une formation qui a été organisée en interne de sensibilisation à la technologie quantique pour nos data scientists. Donc déjà, il y a quelque chose qui existe. On commence à sensibiliser les collaborateurs, et surtout les collaborateurs qui sont dans des environnements où il y a des champs d'application potentiellement intéressants. Après, je sais aussi que dans le monde bancaire, les boîtes américaines, elles ont commencé à se saisir du sujet aussi, à monter des task force sur le sujet. Donc je pense qu'il faut y aller. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas un sujet qu'on adresse en profondeur aujourd'hui. Pour ma part, très très loin d'être expert sur ce sujet, mais je pense qu'il y en a assez peu finalement aujourd'hui aussi. Ce que je peux dire en tout cas par rapport à ça, c'est que c'est un bon exemple du cycle en fait de l'évolution technologique. Il y a, on va dire, 10 ans, c'était l'IA. Là, il y a 5 ans, c'est la blockchain qui est arrivée en force. Maintenant, c'est ça. Dans 10 ans, ça sera autre chose. Et en fait, ça se répète. Donc, ça nous montre juste qu'à chaque fois, c'est les mêmes conséquences et les mêmes besoins qui en découlent. C'est éduquer, c'est former, c'est bien comprendre qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas en faire. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y a des applications assez intéressantes, notamment en recherche et en cybersécurité, où ça pose même certaines menaces potentiellement assez imminentes. En tout cas, on voit que c'est une technologie qui commence à arriver seulement. Il y a 3 ans, 4 ans, c'était des choses qui étaient faites en laboratoire, dans des conditions très spécifiques. Et très récemment, cette semaine, on a eu l'annonce justement d'IBM qui a livré le premier ordinateur quantique à un labo de recherche en Allemagne. C'est ça. Donc, c'est une technologie qui arrive et je pense que je fais partie des gens qui vont devoir se former très rapidement, en tout cas bien comprendre ce que c'est. Alors, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les personnes de notre écosystème, surtout les personnes techniques, parce que le quantique peut avoir des conséquences, alors plutôt des conséquences de moyen terme dans notre écosystème, comme dans l'ensemble des écosystèmes qui interagissent avec des clés de chiffrement, par exemple, qui pourraient potentiellement, sur certaines clés ou certaines adresses, être cassées par la technologie quantique. Alors c'est quelque chose, d'après les spécialistes qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet, et on en a dans notre écosystème, surtout en Amérique, aux US. C'est quelque chose qui n'atteindrait pas avant une dizaine ou une quinzaine d'années. Et donc on aurait le temps d'évoluer les clés qu'on utilise dans les blockchains qu'on utilise. Mais c'est une menace qui existe, c'est une menace qui est faible parce que même si on évolue très rapidement, on est encore très très loin de pouvoir casser dans notre milieu de la blockchain ces clés. Mais c'est une tendance de fond, et je pense que Philippe le disait très bien, c'est que ça explique très bien tous les 5 ans, il y a un sursaut technologique avec une tendance qui arrive et qui a ses illusions et ses désillusions, mais qui reste après comme tendance de fond technologique qui arrive. Et la blockchain l'est, l'a été, le quantique le sera. Après, j'ai été un petit peu déçu personnellement du plan quantique, que je trouvais très bon, qui était très étalé, mais pas assez ambitieux en termes de moyens pour devenir un champion européen.
Alors le mot magique a été employé, hein. On parle de cybersécurité quand on est très proche de ses clients qui sont bancaires. Inutile de vous dire que ça fait froid dans le dos. Voilà, une banque qui perdrait un certain nombre d'informations, qui serait également inquiétée par des hackers. En plus, la situation, tu le rappelais Jean-Marc, la situation qu'on a connue, qu'on connaît encore un peu, mais qu'on a surtout connue en plein confinement, nos informaticiens. À l'époque, j'avais encore l'étiquette BNP Paribas. Nos informaticiens régulièrement nous annonçaient chaque jour un nombre d'alertes en permanence, avec des consignes vraiment particulières pile pendant cette période. Donc voilà, sans rentrer dans les détails, je serais bien incapable d'en parler. Vous en parlez bien mieux que moi, messieurs. Mais quelque part, effectivement, on se doit, nous, en tant qu'acteurs pédagogiques, d'être présents sur ces sujets. Encore une fois, en dédramatisant, en désensibilisant le sujet. L'idée, c'est pas tout de suite partir sur un doctorat de technologie quantique, mais ça doit faire partie effectivement de nos différents accompagnements. Enfin, c'est une brique. Alors, j'espère que c'est pas juste une tendance ou un phénomène de mode. Et voilà, que c'est un vrai sujet. Donc, pareil, il va falloir que on soit très présent. Donc, à côté d'acteurs vraiment très à la fois ambitieux et puis également très proches de ces sujets techniques pour justement apporter le meilleur à nos différents financements bancaires. Et puis je rejoins ce que tu disais, à savoir que la solution sur des formations aussi complexes que celle-ci, j'appellerais ça des formations un peu de niche, surtout aujourd'hui. Alors après, peut-être que tout le monde pourra parler de l'énergie quantique sans aucune difficulté dans les soirées mondaines, mais aujourd'hui, c'est pas totalement le cas. Et donc, je pense que des solutions de mutualisation, on parlait tout à l'heure de notre branche AFB, FBF. Je pense que trouver des solutions de formation dispensées dans un écosystème un peu plus large que lorsqu'on monte quelque chose, un parcours pédagogique au sein d'une entreprise, je pense qu'on aurait tous à y gagner. Nous, en tant qu'acteurs de formation, mais j'imagine également le client final et le collaborateur final qui n'attend que ça, être formé. En un mot pour compléter, c'est que derrière les tendances, enfin c'est comme ça qu'on le conçoit, il y a les bases d'une transformation durable. Donc la tendance, c'est la surmédiatisation d'une technologie sur laquelle parfois on lui attribue certaines propriétés qu'elle n'a pas, ou trop vite, mais derrière c'est une tendance de fond qui s'applique concrètement. C'est comme ça que je le vois. Oui, merci Adrien, parce que c'était très pertinent ce que tu nous as amené. Moi, j'ai téléphoné à Quantfi, qui est une start-up qui fait partie de Finance Innovation, une très très jolie start-up, et comme son nom l'indique, ils sont dans le quantique. Donc on a pu discuter sérieusement. Ils ont fait des essais, ils ont fait des travaux, et ils ont de très bons résultats. C'était très important. Les États-Unis sont très, très en avance dans le domaine bancaire. Et oui, les banques américaines sont... Mais on ne sait pas ce qu'ils font. J'ai essayé de vulgariser, en fin de compte. J'ai pris deux usages. Le premier, c'est la cybersécurité. C'est évident qu'avec le quantique, on va casser les codes, et puis que c'est le quantique qui va devenir l'outil de cybersécurité. Voilà, ça c'est... essayer de vulgariser la chose. Mais il y a une chose qui m'interpelle, c'est Monte Carlo, qui est un outil utilisé par toutes les banques et par toute l'industrie financière. Et là, je vais encore vulgariser la chose. Vous avez une plateforme numérique, elle utilise des serveurs, on est bien d'accord, une cinquantaine, une centaine, 200, 1000, 3000, et ces serveurs vont calculer toute la nuit pour délivrer au matin ou dans la matinée, des résultats que les traders vont se servir. Les calculs font 6 heures, 8 heures, 10 heures de calcul. C'est un temps incommensurable dans notre monde où on parle de nanosecondes. De l'autre côté de l'Atlantique, la plateforme elle a le résultat en quelques millisecondes. Voilà, c'est vulgariser effectivement le quantique, mais vous avez très bien compris ce qui se passera si effectivement celui qui a l'information 8 heures avant, alors que normalement c'est quelques millisecondes, qu'est-ce qui se passera effectivement pour les gens qui tradent en fin de compte et c'est vrai sur la notion, parce que ce sont des natures stochatiques, c'était le rechercher, hein, et c'est très très important que les gens, acculturation, prennent conscience surtout. C'est pas pour demain.
effectivement, tout le monde nous dit c'est dans 15 ans, dans 10 ans, dans 5 ans. Pensez bien que celui qui a trouvé et qui a le résultat du calcul en quelques millisecondes, il ne va pas prendre un porte-voix pour aller vous crier ça sur LinkedIn ou ailleurs. Il va le garder pour lui puisqu'il a l'information. Et celui qui a l'info dans ce métier, c'est celui qui gagne. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était très, très intéressant, très enrichissant. Merci à Zainaba, merci Philippe, merci Laurent, merci Adrien, parce que la blockchain, ce n'est pas un monde facile, ce n'est pas un monde que l'on peut expliquer facilement. Tant qu'à l'agent cognitif, c'est pareil. Après, il y avait 2 anciens de la banque, donc c'était facile. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous, et puis merci à Finance Innovation, et à très vite. Merci. Merci Jean-Marc.